qui s'est passé le 24 août 1572. Catherine de Médicis a 53 ans. Depuis la mort de son mari, Henri II, en 1559, elle s'occupe des affaires du royaume. Son fils, le roi Charles IX, n'a que 22 ans. Il est de santé fragile, il vit dans une angoisse perpétuelle, atteinte de crises nerveuses dévastatrices et ne supporte plus rien. Ni sa mère qui l'étouffe de ses conseils, de ses complots, de sa préférence pour son frère, Henri, ni cette guerre sans fin que se livrent catholiques et protestants en son royaume. D'autant que, roi très catholique, il voue une admiration éperdue à l'amiral de Coligny, au point de l'appeler mon père, qui n'est autre que le chef des protestants. L'amiral possède, il est vrai, tout ce que le jeune roi n'a pas: autorité, calme dans l'épreuve, courage. Après des années de guerre civile et de massacres, un semblant de paix a été signé à Saint-Germain en 1570. Les Huguenots sont autorisés à rentrer dans Paris et il est décidé que le roi de Navarre, Henri, protestant, épousera la sœur du roi Margot le 18 août à Paris. Les chefs protestants sont venus confiants de toute la France assister à ce mariage. Pour Catherine, qui déteste et jalouse le vertueux Coligny, l'occasion est trop belle. Avec son second fils Henri, son âme damnée et futur roi Henri III, elle décide de faire assassiner l'amiral, sans en avertir le petit roi Charles. Hélas, son maître ne parvint qu'à le blesser. Aussitôt, les protestants, nombreux dans la ville, exigent de connaître le coupable. Bientôt, on va savoir, et le roi en premier, que la reine-mère est impliquée. Elle s'affole et réunit au Louvre ses partisans, son fils Henri, le duc de Guise, Pirague, le nouveau garde de Dessau. Une seule solution: massacrer les chefs protestants pour ne plus vivre dans la menace d'une nouvelle rébellion. La chaleur ce jour-là est étouffante. La reine craint la réaction de son fils face à ce plan d'extermination. Son conseiller, l'Italien Gondi, se charge de tout expliquer au roi. Il se précipite chez lui raconte que les chefs protestants ont décidé d'en finir avec la famille royale et lui conseille de frapper le premier. Le roi est ébranlé. Sa mère vint ensuite, qui le noie sous un flot de paroles, de pleurs, de menaces. Il n'en peut plus, ne comprend plus rien, ne veut plus rien entendre. Et tout à coup, le voilà qui hurle: tuez-les tous, qu'il n'en reste pas un pour me le reprocher après. Tuez-les tous, vite, dit. Les protestants sont bien armés, il faut des hommes. On va les trouver dans les milices de Paris. Ces bourgeois, ces soldats qui rêvent d'en découdre avec le parti huguenot. Claude Marcel, leur chef, est enthousiaste. Le sang va enfin couler. Dans l'après-midi, les maisons des protestants sont marquées d'une croix. On ne dit rien aux hommes, ils ne sauront que le lendemain matin la raison de leur mobilisation. Personne ne dort au Louvre cette nuit-là. Au matin, la reine-mère n'en peut plus, panique et fait dire à Guise d'abandonner l'action. C'est trop tard, déjà l'amiral a été tué par la troupe censée le garder. Il est jeté par la fenêtre, sa tête est portée au Louvre comme un trophée. Le cadavre sera dépecé par la populace. Catherine se déchaîne, elle lance les troupes au palais. Henri de Navarre est convoqué par le roi, très agité, qui lui intime l'ordre de choisir la messe, la mort ou la Bastille. Henri veut survivre. Il choisit la messe. Dans le palais du Louvre, les gentilshommes protestants et leurs suites sont rassemblés dans la cour, devant le roi et la reine, debout au balcon et exécutés par les troupes suisses à coups de gourdin, de masses d'armes ou embrochés sans pitié par des hallebardes. Le roi lui-même tire d'une fenêtre et participe à la fête. On court au Louvre de fenêtre en fenêtre pour ne rien perdre de la tuerie. Ainsi moururent des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants, jetés sur des charrettes pour être déversés dans la Seine. On tue bientôt uniquement pour piller. La reine-mère comprend qu'il est temps que les exactions cessent. Les guerres de religion devaient-elles durer encore longtemps? Alors je vais un peu vous parler des Tuileries. Donc le palais des Tuileries a disparu sous un incendie. Donc le palais des Tuileries se trouvait entre les deux grandes tours. On va parler un petit peu de tout ça. Donc ça s'est passé le 23 mai 1871.
redevenue sous Napoléon résidence des souverains après l'intermède de Versailles. Le palais subit des transformations intérieures permanentes. En janvier 1871, les Allemands ayant écrasé les troupes de son dernier occupant Napoléon III et l'ayant fait prisonnier, Paris se trouve encerclé, bombardé et refuse de se rendre. Bismarck décide alors de l'affamer. On mangera 25 000 chats. Le 28 janvier, un armistice est signé avec les Prussiens pour 21 jours. Dans la ville s'agitent partisans de l'ordre, c'est-à-dire de la reddition, face aux révolutionnaires qui veulent résister à tout prix. Le 8 février, des élections générales sont organisées en France, qui consacrent la victoire de la paix. On va donc négocier avec les Prussiens. Plutôt Bismarck, le chancelier allemand, que Blanqui, leader révolutionnaire et le credo des bourgeois de Paris. Thiers, chef du gouvernement, négocie un accord qui autorise les Allemands à occuper une partie de la ville pour quelques mois et exige de la garde nationale de Paris, qui s'est érigée en commune, de rendre les 200 canons qu'elle possède. Refus catégorique. Le 18 mars, Thiers décide alors de recourir à la force. Il envoie le général Lecomte les récupérer. Sa troupe fraternise avec les émeutiers et lui-même est fusillé. Paniqué par le comportement de ses troupes parisiennes, Thiers évacue la ville et se réfugie à Versailles. Versailles, le symbole de la monarchie détestée. Le 26 mars, les élections du Conseil de Paris sont gagnées par les révolutionnaires. Ne doutant de rien, les communards tentent une sortie vers le Mont Valérien. Tenus par les Versaillais, c'est un échec total. Leurs chefs sont faits prisonniers et fusillés. Thiers lance alors l'armée régulière contre ces communards qui exècrent. Il sera responsable d'un massacre sans commune mesure avec les exactions dont ses adversaires se sont rendus coupables. Le 21 mai, la semaine sanglante peut commencer sous les yeux effarés et ravis des Prussiens. Des barricades se dressent. Le 22 mai, les Versaillais occupent une ligne allant des Ternes à la gare Montparnasse. Et bientôt, c'est l'utilisation du feu, plutôt Moscou que Sedan, dira-t-on chez les communards. Faisons allusion à la ville de Moscou incendiée par les Russes à l'arrivée de Napoléon. Calmement, froidement, ils vont s'attaquer aux symboles d'un régime honni, aux bâtiments qui font la gloire de la ville. Le général Jules Bergeret, il était en fait correcteur d'imprimerie, qui vient de quitter le palais Bourbon, se replie sur des Tuileries. Mais devant l'avancée des Versaillais, il lui faut abandonner le château. Assisté d'un sergent de ville, Étienne Boudin, et d'un garçon, Boucher Bénaud, il met en place un dispositif de chariot à poudre, de goudron liquide, d'essence de térébenthine et de pétrole. Le tout étant placé sous le péristyle du pavillon central. Le bâtiment brûle 3 jours et 3 nuits, du 23 au 26 mai. Les bronzes fondent, les marbres sont réduits en poussière. Zola en est témoin, les toits s'embrasaient, gercés de lézardes ardentes s'en trouvant, comme une terre volcanique sous la poussée du brasier intérieur. Le pétrole dont on avait enduit le parquet et les tentures donnait aux flammes une intensité telle qu'on voyait les fers des balcons se tordre et que les hautes cheminées monumentales éclataient, avec leurs grands soleils sculptés d'un rouge de braise. Paris est en feu, mais la victoire de Thiers est totale. On fusille les blessés, les femmes, les enfants. 20 000 personnes au total. La commune n'avait massacré que 500 prisonniers. Pendant les années qui suivent, on vient admirer le spectacle de ces ruines.
l'usage du pétrole leur ayant donné des couleurs étranges, des gris, des morts dorés, un vieillissement tout à fait surprenant. Théophile Gautier voyait l'apparence de ruines antiques. Fallait-il reconstruire les Tuileries? L'affaire se termina par décommission. Après de multiples projets, il fut décidé en 1882 de procéder à la destruction. Un entrepreneur, Aristide Picard, fut désigné pour faire commerce des ruines. Le Louvre hérita de quelques vestiges, comme une arcade aujourd'hui installée dans la cour Marly. De par le monde, c'est une centaine d'éléments d'architecture qui rappellent la grandeur de ce château. J'ai mis mes lunettes de soleil parce qu'il y a beaucoup de lumière. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai beaucoup aimé tourner cette petite vidéo. Même si du coup je vais la faire en voix off. Bon, ça m'a fait une petite balade. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager et la commenter. Et à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Et à me suivre sur les réseaux sociaux. Je poste plein de stories sur les nouvelles vidéos qui sortent. Et un petit peu sur ma vie, voilà. Ça me ferait trop plaisir, voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.